Hello friends and welcome to this video. C'est toujours un plaisir de savoir que vous regardez les vidéos sur cette plateforme. Les amis, certains Européens, je vais dire les hommes politiques européens, se comportent comme si ils ne savent pas que c'est eux qui sont en train de pousser les Ukrainiennes à mourir. Oui, au mois d'avril 2022, un mois ou quoi, 2 mois quelque chose à l'entrée de l'opération militaire russe, Zelensky et ses sisbi ont décidé de négocier avec les Russes. Ils sont allés à Bélarus. Ils étaient à peine à quelques minutes même de signer des accords ou un traité de paix qui devrait stipuler que les Russes devraient rentrer, laisser le territoire qu'ils ont occupé avant 2014, voyez-vous, parce qu'on dit que c'est eux qui soutenaient les sécessionnistes dans le Donbass. Et en contrepartie, les Ukrainiens devaient acter quoi? Leur neutralité. Ils devraient dire clairement qu'ils ne vont jamais adhérer à l'OTAN. Pendant cette période, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Pour ceux qui suivent l'actualité, ils peuvent regarder visualiser comme si c'était hier. Boris Johnson, qui a été chassé à Downing Street pour mensonges, criades et manipulation, est arrivé à Kiev. Pour faire quoi? Refuser ce traité de paix. Parce que pour Boris Johnson, Joe Biden et certaines personnes en Occident, ils pensaient que voilà l'opportunité pour affaiblir la Russie. Et des gens qui veulent affaiblir une hyperpuissance comme la Russie, qui n'ont pas d'informations sur tout ce qui se passe en Russie, en termes d'armes, en termes de munitions, en termes d'hommes, en termes de capacités militaires, ils n'ont pas. Ils se disaient que non, la Russie, c'est un pays faible. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre la pression, les sanctions suivent. Ils ont cité quelques mesures qu'ils pouvaient prendre. Et Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, a même poussé le bouchon très loin. Il était très zélé et dit, nous allons mener une guerre économique contre la Russie et mettre l'économie russe à terre. Est-ce que les amis, vous pouvez, je sais que vous savez, je n'ai pas le droit de poser cette question. Regardez vous-même. Quels sont les pays qui souffrent de l'effet adverse de ce qu'ils voulaient contre la Russie? C'est l'Europe. Les Américains les vendent leur gaz trop cher, 4 fois plus cher. Et les autres en profitent aujourd'hui. L'Inde raffine le brut russe pour le vendre aux Européens. Ah oui, we have a middleman now selling Russian petrol to Europe. They are still consuming Russian petrol, but this time super expensive. Bill Clinton, dans un entretien que je vous ai proposé sur cette chaîne, a dit quoi? Il a dit clairement que Poutine, c'est quelqu'un qui respecte vraiment sa parole. Et il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. C'est Vladimir Poutine là-bas. Et il vient de déclarer quelque chose de très clair. Comme la contre-offensive ou grande contre-offensive ukrainienne en train de piétiner, c'est même à l'arrêt parce que l'armée russe a touché, frappé les AMX-10RC, frappé les Bradley, les chars Abrams, les Challenger, les Léopards, détruit. C'est devenu un cimetière de ces différents chars qu'a envoyé l'OTAN en Ukraine. Ils ont minimisé les capacités russes. Ils ont dit que l'armée russe était faible, juste parce que l'armée russe a laissé le temps à Wagner de faire le travail à Bakhmut. C'est ce qui s'est passé, les amis. Vous voyez? Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas que l'armée russe est forte, que l'armée est forte. Non. C'est que ils se disaient que quand ils vont donner des blindés, Léopard 2, Challenger, britannique, Abrams, Bradley américaine et AMX français, ça devait faire l'affaire. Ça devait aider pour percer les lignes russes. Mais incroyable, mais vrai. Vous n'êtes pas en Libye. Vous n'êtes pas en Libye. Ce n'est pas en Libye. Vous n'êtes pas en Libye. Vous êtes en train de faire la guerre contre les Russes, qui sont des gens super, super forts. Et Vladimir Poutine a dit clairement, les amis, comme les Ukrainiens demandent les F-16, nous allons les brûler, comme on a brûlé les Challenger, comme on a brûlé les AMS, comme on a brûlé les Léopard 2.
Et le ministre allemand des Affaires étrangères a dit clairement que nous allons, ça sera difficile pour nous, je voulais dire les amis, de continuer à envoyer les chars en Ukraine. Voilà, il a dit clairement parce que les images qui circulent sont des vraies images. Ce n'est pas des histoires, des montages vidéo et autres que les Ukrainiens font là. C'est des vraies images proposées par les Russes, les blogueurs russes distillent, je veux dire, publient ces images-là parce que l'armée russe a décidé de montrer aux yeux du monde la faiblesse de l'Occident qui passe son temps plutôt à faire trop de bruit. Et Poutine a dit, si vous faites en sorte que les F-16 décollent dans les pays pour venir frapper les positions russes en Ukraine ou ailleurs, nous allons frapper les bases où sont gardées ces armes-là. Donc, l'OTAN est prévenue. Le 12, l'OTAN va se réunir le mois prochain. Et l'OTAN, je vais dire l'OTAN parce que ce sont des Américains. Ils ont dit clairement, Joe Biden a dit non, il n'y aura pas d'accélération de la candidature de l'Ukraine dans l'OTAN. L'Ukraine doit respecter toutes les conditions. Donc, non à l'intégration tout de suite de l'Ukraine à l'OTAN. Le message est clair. À comprendre, Zelensky, have you comprendre the message? Oui. Comme on dit, si un grand frère, vous êtes ensemble, un grand frère en train de dire, fais attention, il est plus fort que toi. Il faut l'écouter. N'écoute pas les autres qui disent, oui, vas-y, on va te soutenir. Pendant ce temps, bam, il va te taper dessus. Avant la guerre, avant l'opération militaire, comme disent les Russes, ou avant la guerre, comme disent les Occidentaux et les Ukrainiens, l'Ukraine avait 41 millions de personnes, dont la population ukrainienne. Dans ces 41 millions, les amis, écoutez très bien, hein, il y avait 20 millions de russophones. 20 millions de russophones. Donc, ça veut dire près de la moitié de la population ukrainienne est russophone. Les Russes disent qu'ils sont en train de défendre les russophones en Ukraine. Et les régions qui sont en train de reculer, c'est les régions les plus riches, immensément riches de l'Ukraine. Donc, vous savez que quand il y a le développement, il y a des gens. Donc, il y avait 20 millions de Russes dans ce pays qui occupaient, je crois, 20 ou 30% des territoires. Les amis, l'Ukraine aujourd'hui compte combien de personnes? Ce sont les chiffres qui viennent de l'Occident. 18 millions de personnes. Combien de morts? Combien de personnes ont fui l'Ukraine? Ce pays est en train de se dépeupler. À cause de qui? À cause de l'appétit pouvoiriste des Occidentaux, des Américains, qui pensent que pour asseoir leur hyperpuissance, il faut mettre de côté la Russie, il faut affaiblir la Russie pour s'attaquer à la Chine. Mais ce sont des gros morceaux à croquer. Et les pays du monde entier aujourd'hui sont en train de se réveiller parce qu'ils voient de l'escroquerie, le gel des avoirs russes qui peut aussi les arriver. Donc, ils sont en train de moins en moins utiliser le dollar. C'est quelque chose qui est en train d'affaiblir l'économie américaine. Et Poutine dit ceci. Moi, je vais taper les bases, là où les avions décolleront pour venir attaquer les positions russes. Mais ce n'est que normal. Est-ce que les Américains peuvent permettre qu'on vienne installer les missiles nucléaires ou balistiques à Cuba, qui va menacer directement la sécurité américaine? Est-ce que les Américains peuvent permettre qu'on vienne installer les missiles au Canada, que les Russes viennent installer les missiles au Mexique? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Donc, ces pays-là ne sont pas indépendants. Ces pays-là ne peuvent pas gérer leur territoire comme ils veulent. Mais les Américains disent non à tout cela. Ils sont très hostiles. Comme on implante les bases militaires pour mettre en danger la sécurité des Américains. Mais pour eux, c'est normal que les pays qui entourent la Russie entrent dans l'OTAN et on peut installer les missiles là-bas pour menacer la sécurité de la Russie. Vous voyez un peu? Si on pouvait accepter qu'on met les bases partout, et parce que les pays de l'Amérique du Sud ont peur des États-Unis, n'aiment pas l'attitude bellicisme très agressif des Américains. Mais s'ils veulent installer les bases russes là-bas, et les Russes viennent installer les missiles, les Américains vont dire que on nous met en danger, ils vont attaquer ces pays-là avec brutalité. Ils vont attaquer le Mexique, ils vont attaquer. Mais de l'autre côté, non, eux, ils peuvent installer les bases partout où ils veulent, mais les autres ne peuvent pas le faire. Donc, si des avions décollent en Pologne, en Roumanie, pour aller attaquer les bases russes, ben, ça veut dire que la Pologne est en guerre contre la Russie. Ça veut dire que la Roumanie est en guerre contre la Russie, donc les Russes ne vont pas rester de même ordre. C'est pour cette raison que Vladimir Poutine a dit clairement, les amis, que si
des avions décollent dans vos pays pour venir nous attaquer, bah, ça sera les cibles légitimes. Donc, nous allons attaquer ces différentes cibles-là qui se trouvent dans ce pays-là. C'est pas lui qui aurait cherché, c'est l'OTAN qui aurait cherché, ce sont ces pays qui auraient cherché, et la guerre va arriver chez eux. Est-ce que ces pays sont prêts à recevoir des missiles russes? Est-ce que la Pologne est prête à recevoir les missiles russes? Est-ce que l'OTAN est prêt à entrer en guerre contre la Russie? Parce que là, maintenant, si l'OTAN entre en guerre contre la Russie, ça ne sera pas que tel ou tel ne va pas soutenir la Russie. Les gens vont choisir les camps ouvertement et it will be an all-world war for everybody. C'est un peu cela qu'il faut voir, les amis. Donc, je vais vous proposer cette vidéo, comme à l'habitude sur cette plateforme, pour que vous regardiez, pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce monde, ce qui se mijote et ce que Vladimir Poutine dit. Vous le savez, les amis, je l'ai dit ici, beaucoup de personnes ont déjà cité Bill Clinton, cité d'autres personnes qui disent clairement que Poutine fait ce que Poutine dit. Il n'est pas le genre à menacer pour rien. Quand il décide de faire quelque chose, il le fait. Et quand il commence à dire, sachez qu'il va le faire. Regardons cette petite vidéo, les amis, pour mieux comprendre ce qui peut se passer si les F-16 décollent des bases aux Romains ou les bases polonaises. Inédit, on vient d'en parler, le chef de Kremlin, dans la menace adressée à l'Occident. Il envisage pour la première fois de frapper des bases en dehors du territoire de l'Ukraine, dit-il. Il y réfléchit, ce qui pourrait signifier en territoire de l'OTAN, quand ces territoires accueilleront des F-16 occidentaux destinés à l'armée ukrainienne. Écoutons le chef du Kremlin. Vladimir Poutine parle. L'OTAN commence à rentrer dans la guerre en Ukraine. De plus en plus d'équipements sont livrés à l'Ukraine. On discute aujourd'hui de livrer des avions. Sur différentes zones du front, des attaques ont lieu. Une brigade par-ci, une brigade par-là, avec des chars. Ces chars sont détruits, y compris les chars Léopard. Ces chars, ils peuvent brûler, et les F-16 peuvent brûler aussi, il n'y a aucun doute là-dessus. Si les armes sont situées dans des bases militaires en dehors de l'Ukraine et sont utilisées en combat contre nous, nous devrons réfléchir pour savoir comment détruire ces équipements. Bonjour Sergueï Boutman, merci d'être avec nous, journaliste à l'Écho de Moscou. Tout d'abord, votre réaction quand vous avez entendu ça, est-ce que c'est crédible? Est-ce que Poutine à un moment peut le faire? C'est-à-dire qu'on lui livre des F-16 qui vont décoller par exemple de Pologne ou je dis de Roumanie par exemple, et est-ce qu'il va pouvoir répondre à ça? Est-ce qu'on doit l'envisager? Il a toutes les possibilités pour le faire, toutes les possibilités matérielles et aussi psychologiques, c'est un peu plus difficile, mais il nous promet, il promet à l'Occident qu'il est capable de le faire. Il l'a fait, peut-être c'est après cette rencontre avec les 1000 blogueurs et qu'il a repris leur, je dirais, leur élan. Mais vous savez, on est habitué ici qu'on peut tout attendre du président russe. Voilà. Personne ne sait ce qu'il peut faire ou ne peut pas. Restez avec nous, Sergueï Boutman. Jean-François Bureau, on était tout à l'heure avec le général Paloméros qui dit qu'il faut quand même prendre en considération ce qu'il dit. Il y a toujours un petit fond de vérité. Le discours sur le nucléaire n'a pas marché, ça fait 10-12 fois qu'il en parle. Mais là, pourquoi pas? Je pense que dans cette gesticulation, comme vous le dites, qu'il y a déjà eu des précédents, Poutine... il a le sommet de Vilnius dans 3 semaines, le sommet de l'OTAN, 10 juillet en tête. Et donc, il fait monter une pression politique pour montrer qu'il est l'interlocuteur avec qui il faut parler. Et je pense que c'est ça le but, c'est de se positionner, non pas dans le jour après jour de la guerre, qui est compliqué pour lui, mais par contre comme l'interlocuteur dont l'OTAN devrait se préoccuper beaucoup plus. Catherine Pierre-Servant disait lui non, il ne le fera pas parce que le budget militaire des armées, que ce soit États-Unis, français ou britannique, est tellement haut par rapport à Poutine qu'il ne prendra pas le risque d'une entrée en guerre. Qu'en pensez-vous? Oui, mais ça, c'est ce qu'on peut appeler l'ambiguïté stratégique. Vous vous souvenez, on en avait beaucoup parlé au début de la guerre. Et effectivement, à partir du moment où Vladimir Poutine le dit, on ne peut pas l'exclure à 100%.
et c'est bien son objectif, c'est d'insinuer un doute dans l'esprit des pays éventuellement frontaliers de l'Ukraine, qui pourraient justement avoir sur leur sol les avions en question et qui pourraient commencer à se dire effectivement, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on sera entraîné dans le conflit ou est-ce que certains pays de l'Union européenne, déjà pour commencer, ne vont pas aussi se dire qu'entre la contre-offensive qui paraît quand même bien poussive pour l'instant, évidemment, ça ne veut pas dire que sur l'avenir, ça ne va pas se débloquer, entre guillemets. Entre ça et cette nouvelle menace de la Russie, les pays qui sont les plus faibles, je dirais, dans le soutien à l'Ukraine, évidemment, Vladimir Poutine sait très bien que ce sont des arguments qui peuvent être retenus et pour justement affaiblir les alliés de l'Ukraine. Donc même s'il ne compte pas attaquer les bases d'où seraient stationnés ces avions, évidemment, il insinue un doute pour essayer, encore une fois, de diviser à terme les alliés de l'Ukraine. C'est vraiment ça, Magali, semer le doute, semer le trouble? Oui, parce qu'on voit que ce débat sur la livraison des F-16 ne cesse de monter en puissance, qu'il y a en effet ce sommet de Vilnius avec l'Ukraine qui frappe à la porte de l'OTAN avec de plus en plus d'insistance. Donc oui, il faut menacer l'OTAN, les Occidentaux, et en fait reparler d'une certaine façon de ces fameuses lignes rouges, en fait, qu'il ne faut surtout pas pour l'Occident de franchir. C'est ça qu'essaye de mettre dans la tête des Occidentaux Vladimir Poutine avec ses sorties. Alors il y a cette pression sur les gouvernements occidentaux, manifestement, et puis il y a une pression aussi sur l'opinion publique, clairement. Parce que depuis le début, il sait que c'est peut-être l'un des points faibles, notamment en Europe. Donc appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire traiter les Européens de co-belligérants, parce qu'en fait c'est ça ce qui est entre les lignes. Oui, c'est une façon aussi d'essayer d'affaiblir le soutien à l'Ukraine au moment où il y a une grande séquence en effet diplomatique qui s'ouvre, avec d'abord le sommet d'ailleurs avec le Conseil européen qui va se réunir à la fin du mois de juin, et ensuite ce fameux sommet de l'OTAN. Avec un temps qui joue pour lui, Natalia, vous le rappelez souvent, lui, il a envie d'être en guerre continuellement, ça c'est votre théorie. C'est pas ma théorie, c'est la théorie de toute l'histoire russe. Oui. La Russie est toujours en guerre. Non mais lui a ce temps indéfini par rapport à des populations occidentales qui peuvent se lasser un peu vite et qui vont prendre encore plein d'images aujourd'hui, cette destruction du char AMX-10 RC, cette menace de Poutine. Là aussi, les gens peuvent se poser des questions. À mon avis, il ne faut pas se poser les questions parce que quand Poutine dit quelque chose, il le fait. L'histoire nous l'a montré. Pas sur le nucléaire encore. Mais... pas sur le nucléaire, mais attention, il y a la station nucléaire, par exemple, qui nous pose beaucoup de problèmes. Parce qu'on peut bien sûr lancer des bombes, mais on peut aussi organiser un petit accident, comme d'ailleurs on l'a vu. Il peut organiser des accidents. Donc si jamais il y a quelque chose qui l'accident, vous parlez du barrage de Novakovka ? Du barrage, oui. Mais il y a aussi une station nucléaire de Zaporizhzhia qui peut avoir un accident. Et c'est aussi une menace nucléaire. Donc à mon avis, faut pas trop se poser la question quand Poutine dit quelque chose. Il est assez sincère. Peut-être que dans notre esprit rationnel, il passe pour un fou. C'est pas le qualificatif qui me vient le premier quand je pense à Vladimir Poutine. Mais bon. Oui, mais pour notre mentalité à nous, on cherche à expliquer rationnellement. Mais il n'est pas moins rationnel que tous les tsars de la Russie, que ce soit Alexandre qui a fait des choses horribles, que ce soit Nicolas I, le premier. Je ne parle pas de II qui a mal fini. C'est-à-dire que tout le pouvoir russe a toujours été comme ça. Il n'est en rien exceptionnel. Donc je prends en sérieux ce qu'il dit. En revanche, là où il est bizarrement trop rationnel pour ce qu'il est, c'est tout ce qui est la paperasse juridique. Par exemple, quand il dit qu'il faut que Prigojine signe un accord avec le ministère de la Défense, il ne signe pas ce décret. C'est son ministre qui le signe. Donc, c'est pas un décret, si on parle juridiquement parlant, parce que seul le président peut obliger quelqu'un d'appartenir au ministère de la Défense, pas le ministre de la Défense, et surtout pas pendant la guerre. Donc, il est assez formel en ce qui concerne la paperasse, parce qu'il a fait quelques années à la faculté de jurisprudence. Donc, mais moi, je trouve que tout ce qu'il nous a annoncé jusqu'à maintenant, il l'a fait. Voilà, vous avez compris, non, les amis. Tout ce que Poutine a dit jusqu'à présent, il a fait. Donc, il vous avertit que vous ne pouvez pas tirer vos missiles depuis vos territoires et ça touche les positions russes, ou vous ne pouvez pas utiliser vos F-16, décoller avec ça dans des bases des pays, dans les pays qui ne sont pas dans le territoire non ukrainien. Vous décollez là-bas avec ces F-16, vous venez attaquer les positions russes. Ils vont réfléchir comment détruire ce base-là.
et il en a la capacité de le faire. Vous êtes avertis. Vous n'êtes pas en train de jouer avec un enfant de cœur. Vous n'êtes pas en train de jouer avec un petit garçon qu'on peut le malmener. Si les Occidentaux avaient laissé Zelensky signer ce traité de paix en avril de l'année dernière, on devrait épargner les vies. On devrait épargner le matériel. Sorry. Mais ils n'ont pas voulu en pensant qu'ils devraient affaiblir la Russie. Avec quoi? Avec les HIMARS, avec les Léopards, avec les Challenger, avec les Bradley, avec des Abrahams. Vous rigolez ou quoi? Je répète, la Russie n'est pas la Syrie. La Russie a mis les Occidentaux en déroute en Syrie. La Russie n'est pas l'Irak. La Russie n'est pas la Libye. Donc, vous êtes en train de jouer avec quelqu'un qui fabrique les armes les plus sophistiquées dans le monde, qui détient toutes ces technologies-là, qui a un sous-sol hyper riche, qui n'achète pas le pétrole, le gaz. Non, le gaz les appartient. Vous ne pouvez pas penser que vous pouvez mettre ce genre de pays en difficulté. Ce n'est pas possible. Et qui a un président hyper constant, lucide, intelligent comme Vladimir Poutine. Il n'est pas en train de dandiner comme les autres et fidèle en amitié. Tous les meilleurs analystes le disent que Poutine est un fin stratège. Il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Quand il commence à dire qu'il va faire quelque chose, sachez qu'il va le réaliser. C'est un homme de parole. Bill Clinton, l'ancien président américain de 92 en 2000, l'a dit. Oui, dans un entretien qui est en ligne. Beaucoup d'autres personnes le disent. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas utiliser des instruments des Nations Unies à votre guise à tout le temps, se passer des Nations Unies, faire des choses, imposer tout ce que vous voulez aux gens. Et aujourd'hui, vous pensez que vous allez continuer à faire le business as usual. Non, 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 non. Il a vu aussi votre faiblesse et vous avez pensé à un moment donné qu'il était faible, que la Russie était faible. Vous vous êtes trompé sur toute la ligne et aujourd'hui, c'est en train de vous faire mal. N'est-ce pas, les amis? Ah oui. Bah, c'était un plaisir de vous savoir nombreux. Thank you for always watching videos on this platform. Thank you again, dear friends. God bless you. Bye-bye for now.